Comme vous doutez, à l'image, je suis plutôt pour le loup, mais j'avoue qu'au départ, j'étais assez neutre. Mais c'est en fonction de la politique française que je me suis décidé à être pour, parce que je pense qu'on n'a ni une politique défendable sur le plan scientifique, ni sur le plan même efficacité. Alors, je vais essayer de faire une petite introduction pour ne pas prendre le temps de parole au suivant. Alors, il faut reconnaître qu'il y a un vrai problème, hein. Ce n'est pas seulement une anecdote, c'est pas simple, il ne suffit pas de se mettre d'accord et de discuter autour d'une table pour régler le problème du loup quand on est en face de celui du mouton, parce qu'un loup, par définition, ça mange les moutons, et on ne peut pas reprocher à l'éleveur de ne pas défendre la nature dans la mesure où il essaie de survivre. Ceci dit, il faut quand même savoir que c'est pas avant que le loup arrive en France, revienne en France en 92, il y avait déjà de gros problèmes chez les éleveurs de compétitivité par rapport aux autres pays, et en particulier la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, etc. Alors, certains disent que c'est simplement une opposition entre ruraux et citadins. Moi, je ne pense pas, d'autant plus que les frontières sont en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a des ruraux maintenant qui sont des néo-ruraux, il y a des citadins qui sont aussi de la vie des éleveurs et qui visent l'économie, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. Alors, évidemment, quand on voit le problème au départ, vu de loin, on se dit, bon, bah, évidemment, entre le loup et l'agneau, la bête ou l'homme, le voleur ou le travailleur, ça paraît assez simple qu'on soit du côté du travailleur, c'est-à-dire de l'homme, c'est-à-dire de nous. À mon avis, je pense que c'est une approche qui est simplifiée, c'est-à-dire qu'on peut aller voir plus loin. En réalité, ça s'inscrit dans une vision de l'homme qui est plus large, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on n'admet pas que le loup existe en France, il faut savoir aussi qu'à l'étranger, il y a des loups en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, et il y en aura sans doute, il y en avait, on suppose qu'il y en avait à peu près 6000 à la belle époque, où il y avait beaucoup de loups en France. Maintenant, il y en a 185, d'après aux dernières nouvelles. Mais en fin de compte, je ne pense pas qu'on arrive à empêcher le loup d'entrer, parce qu'il est dans tous les côtés. Et ça se passe bien, en tout cas, dans notre pays, comme par exemple l'Espagne et l'Italie. En Italie, il y a 1 millier, en Espagne, il y en a 2000 à peu près. Et par contre, et ça se passe depuis la nuit des temps, alors qu'en France, c'est complètement impossible. Alors, il y a des méthodes pour empêcher le loup d'arriver, mais c'est très chronophage, c'est-à-dire que ça fait perdre beaucoup de temps, et ça fait perdre aussi de l'argent, c'est-à-dire qu'on est obligé d'employer des gens, alors que certains pays arrivent à embaucher des gens à moindre coût. Et donc, ce n'est pas seulement un problème d'éthique ou de revenus, c'est aussi un problème économique, c'est-à-dire que l'éleveur, s'il veut être compétitif, jusqu'à présent, n'avait pas besoin de faire garder ses moutons, alors que maintenant, il est obligé. Évidemment, il y a eu des oppositions, ça coûte une fortune, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais au point de vue impôt, c'est de l'ordre, on ne sait pas, enfin je ne sais pas, mais après une dernière nouvelle serait de l'ordre de 19 millions d'euros cette année, enfin l'année dernière, mais c'est toujours des sommes énormes. Et en tout cas, il y a une partie qui va aux méthodes de protection contre le loup, comme par exemple des clôtures électrifiées, des abris pour les bergers, etc. Mais par contre, il y a ce qui n'est pas fait ailleurs et ce qui se fait en France, c'est qu'on donne de l'argent directement aux gens qui ont eu des problèmes, ceci étant l'administration donnant des consignes de laxisme maximal, c'est-à-dire que si le technicien qui vérifie n'est pas sûr, il considère que c'est le loup. Donc c'est au bénéfice Et d'ailleurs, parfois, les éleveurs considèrent que c'est une manière une subvention déguisée, quoi. Alors, en particulier, un truc qui est complètement aberrant en France, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de protéger les troupeaux. C'est-à-dire qu'on peut recevoir de l'argent de l'État, c'est-à-dire votre argent, les impôts, alors que par contre, l'éleveur protège ou ne protège pas ses troupeaux ou les protège mal. Il n'y a aucune obligation, contrairement à ce qui a été dit d'ailleurs par Barbara Pompili, qui est des Verts. Donc, vous voyez, c'est pas... Actuellement, il y a un problème aussi politique, hein, c'est-à-dire que le PS, par exemple, aussi bien que les Républicains, ont toujours favorisé la politique d'abattage des loups et l'aide aux éleveurs, et même une bonne partie des Verts. Donc c'est un problème qui est assez large, hein, qui est vraiment important et qui pose problème. Ceci dit,
tout ne se passe pas parfaitement, parce que le loup, c'est quand même un sacré prédateur, c'est un super prédateur, et qui est particulièrement doué pour arriver à passer à travers les problèmes que lui pose l'homme, et qui arrive généralement à trouver des astuces. Ceci dit, en voyant en Italie, là, un problème, mais ceci dit, en Italie, ça a toujours existé, et au contraire, alors qu'en France, c'est répulsif, le loup, en Italie, il y a 1 million à peu près de touristes qui vont dans les Abruzzes chaque année, et à 200 km de Rome, pour essayer de voir des loups. Ce qu'il ne voit jamais, parce que le loup est tellement méfiant, et il sait très bien que s'il voit un homme, il a des risques de mourir. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un arrière-plan compliqué qui est à l'origine des problèmes qu'ont les éleveurs. C'est l'histoire du Rainbow Warrior. Rainbow Warrior, vous vous rappelez peut-être cette histoire dans les années 85, ça commence à être vieux. Un bateau de Greenpeace a été coulé en Nouvelle-Zélande par les services secrets français. Ils ont fait ça tellement intelligemment. Moi, je connais bien la Nouvelle-Zélande. Et c'est pas facile, c'est impossible d'être discret dans un pays comme ça. Tout le monde vous repère. Mais là-bas, ils sont fait repérer. Et on a su évidemment que c'était les services secrets français qui avaient fait ça. Donc, le bateau a été coulé. La France ne s'est pas trouvée très, très fine, a été obligée de se justifier au niveau international. À l'époque, c'était le Premier ministre, c'était Fabius. Et ils ont été obligés en particulier de accepter ce qu'ils n'acceptaient pas avant, c'est-à-dire la viande de mouton néo-zélandais sans taxes, sans toutes les taxes qui bloquaient l'entrée, ce qui fait que maintenant vous voyez la conséquence dans votre supermarché, vous allez dans les rayons des surgelés et vous verrez que la viande de mouton qui ne soit pas française. Donc vous voyez qu'il y a un arrière-plan très compliqué que personne ne soulève généralement. Alors, là vous voyez donc l'évolution de la population, évidemment, ça monte. Et ce n'est pas étonnant parce que le loup est un colonisateur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a à peu près de l'ordre, on évalue à 20% sa capacité d'augmentation de la population chaque année. Il peut faire 100 à 200 km dans une nuit. Donc vous pensez bien que la France, ce n'est pas un grand pays à l'échelle des capacités colonisatrices d'un loup. Et les loups sont très colonisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont continuellement sur de nouvelles zones. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à les éliminer de toute manière. Hop. Hop. Ouais. Non. Bon, alors je faut que je passe tout ça en revue. Ça ne revient pas là. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, il y a quelques diapos qui ont sauté, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on se demandait d'ailleurs, certains spécialistes se demandaient si c'était très efficace ce qu'on fait sur le loup, c'est-à-dire tirer dans le tas. Au départ, il y avait des blocages, c'est-à-dire des restrictions, prudemment, on ne devait tirer que sur les troupeaux attaqués, etc. Donc il fallait des autorisations. Actuellement, en particulier du fait de la ministre de l'écologie, qui est à fond anti-loup, on est dans une situation complètement inverse, c'est-à-dire qu'au contraire, les préfets font du zèle, et ce sont les associations de protection de la nature et de défense des animaux qui sont obligées d'attaquer les décisions des préfets et qui ont obtenu plusieurs fois de les empêcher d'intervenir, qui ont obtenu que les actes des préfets soient cassés, ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que le préfet, c'est un super policier, et il faut que ce soit des particuliers ou des associations de défense de la nature qui protègent les loups et qui défendent la loi contre le préfet. Donc c'est des trucs assez curieux. Et en tout cas, je me suis toujours demandé, et bien d'autres qui sont plus spécialistes du loup que moi, si ce n'était pas très inefficace de taper comme ça, parce que maintenant, ils ont le droit de tirer sans qu'il y ait une attaque sur le troupeau, ou que ce soit, etc. Et donc, ça pose des problèmes. Ils ont même créé, Ségolène Royal a créé une brigade anti-loup de jeunes, d'emploi jeunes, donc qui sont chargés maintenant, qui sont patronnés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'Office de la chasse sauvage, c'est un peu les techniciens de la vie sauvage, de la vie naturelle, et ils sont contrôlés, le conseil d'administration est occupé en particulier par les chasseurs. Donc vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait neutre. Donc actuellement, c'est plus un problème scientifique, il n'y a quasiment pas de scientifiques français qui travaillent sur le loup, il y en a très peu. Ils ne sont pas souvent consultés. Souvent, on décide le nombre de loups à tuer sans leur demander leur avis. Deuxièmement, on ne tient pas compte vraiment des avis ni scientifiques, ni même techniques, parce qu'il y a des méthodes. Et ça ne paraît pas très efficace de tirer sur des loups. Pourquoi ?
Alors moi, je me posais le problème depuis longtemps, et là, il y a quelques publications qui viennent de sortir l'année dernière aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, qui disent que tirer dans les loups, d'une part, ça fait éclater les meutes. Donc d'une meute, il n'y a pas de grande meute en France, c'est l'ordre de à peu près 5 individus dans le Mercantour. Mais quand on tire dans la meute et qu'on tue quelques individus, on fait éclater la meute, et d'une meute de 5 individus, on fait 5 colonisateurs. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Deuxième argument contre, c'est que quand on tire, généralement les plus culottés des loups sont généralement les dominants, et quand on tire sur ces dominants, on fait perdre la culture du groupe. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont les plus capables d'attaquer les animaux sauvages, qui sont très difficiles à attraper, alors que c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour un animal domestique d'attraper des moutons. Et donc, en fin de compte, quand on tue les dominants, je ne sais pas si vous connaissez la structure sociale d'un loup, c'est une meute. Dans la meute, il n'y a qu'un couple dominant qui se reproduit et tout le monde est au service de ce couple dominant. Donc si on supprime le couple dominant, les jeunes ou les subadultes ou les jeunes loups ou ceux qui sont simplement dominés partent dans la nature et essayent de constituer une nouvelle meute. Et donc, là aussi, on ne voit pas trop la logique de la chose. Or là, il y a maintenant des études nord-américaines qui montrent que ce phénomène est tout à fait, c'est pas seulement une imagination, ça existe. Donc, scientifiquement, efficacement, on ne voit vraiment pas à quoi ça sert. Par contre, électoralement, il y a une lutte entre les partis, évidemment, pour essayer de rafler des voix, parce qu'évidemment, c'est très porteur. Vous avez par exemple Christian Estrosi, maintenant, qui a obtenu sa présidence de la région, PACA, en promettant par exemple des drones pour tuer les loups. Donc ça paraît, et qui va les mettre en exécution. Enfin, je ne sais pas comment on attrape des loups avec des drones, mais enfin bon, en tout cas, on vit dans un monde un peu du Moyen-Âge, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je lance le débat, vous voyez, assez violemment. Je pense que le loup n'est pas une mince affaire. Hein. C'est tout à fait, c'est pas dangereux pour l'homme, mais c'est tout à fait dangereux pour les moutons. L'économie française n'a évidemment pas besoin du loup et ça complique la vie des éleveurs, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des moyens qui sont possibles, mais qu'il faut mettre en œuvre, mais qui coûtent un peu d'argent. Et donc là, il y a un problème de rentabilité économique. Voilà. Je m'en tiens là, on en reparlera ensuite. Alors, si vous avez... Je fais poser des questions ou pas? Oui. Oui, alors si vous avez quelques questions ou commentaires, demoiselle. Qu'à chaque intervention, après chaque intervention, il y a des petites questions. Et puis, on a laissé aussi beaucoup de temps au débat, c'est-à-dire qu'après les trois interventions, il y aura un débat plus ouvert, plus large. Hein. Mais dès maintenant, si vous avez quelques questions, tout en sachant qu'il y aura ce débat après les trois interventions. Oui, tiens, Carole. Vous avez souligné le nombre beaucoup plus important de loups dans des pays à côté de chez nous. Comment gère-t-il la situation? Bon, il ne faut pas... Alors, vous avez les deux points de vue. Vous avez le point de vue de l'éleveur qui vous dit il y a des tas de problèmes et il les camoufle. Et puis, vous avez le point de vue du défenseur du loup qui dit qu'il n'y a aucun problème. En réalité, évidemment, la vérité est entre les deux. C'est-à-dire que ça se passe bien, mais il y a quand même un peu de braconnage. Donc, il arrive que les éleveurs tuent des loups et que ça se soit étouffé. Mais en tout cas... ce qui est intéressant, surtout, je crois, pour la France, c'est qu'ils ont une politique complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ne donnent jamais d'argent à l'éleveur. À mon avis, c'est la grosse faiblesse en France. C'est-à-dire, et ils vérifient que les troupeaux soient gardés. Et donc, en fin de compte, ils ne donnent de l'argent que pour du matériel ou des trucs qui puissent pas être directement utilisés. En France, le danger, c'est qu'évidemment, quand vous êtes en perte de vitesse, que vous avez des problèmes économiques, bon, vous avez tendance à considérer que c'est un revenu comme un autre. Et à mon avis, et comme il y a des pressions très fortes sur les techniciens, tellement fortes parfois, qu'il y a plusieurs techniciens de l'ONEC qui, ayant estimé que ça ne pouvait pas être des loups, ont été envoyés à l'hôpital par l'éleveur. Donc, vous voyez, les pressions qu'il y a, c'est énorme. Donc, alors que par contre, en Espagne, bon, il y a des fois...
quelques loups qui sont tués, en Italie aussi, mais il n'y a pas ces problèmes-là. Et de toute manière, jamais l'argent n'est donné directement à l'éleveur. Il y a une demoiselle au fond, là. Monsieur d'abord, voilà. Ici. Oui, il me semble que le problème de la place ou la problématique de la place du loup en France, telle que vous l'avez évoqué, ne peut que se rattacher à la problématique plus large de la place des espèces sauvages dans le monde tout entier. Ça ne me semble pas séparable. C'est-à-dire qu'on assiste à une disparition annoncée des espèces de singes, des différentes espèces de singes. Les éléphants, il n'y en a plus pour très longtemps, etc., etc. Donc, c'est bien la problématique de quelle place l'homme est-il prêt à faire dans l'univers, et pas seulement en France. En France, au loup, ou peut-être encore à d'autres espèces, on va parler autrefois du lynx, on n'en parle plus guère. Bon, quelle place peut-on faire, est-on prêt à faire? Et ça entraîne des sacrifices, très certainement des renoncements, très certainement, c'est bien le problème de la place. Quelle place veut-on en plus qu'on peut penser cette place nécessaire à laisser dans un intérêt parfaitement égoïste par ailleurs. Hein? Bon, mais quelle place est-on prêt à laisser? C'est une question d'aménagement du territoire, très largement d'aménagement du territoire, et de partage de l'espace avec d'autres espèces que l'espèce humaine. Et je ne suis pas antispéciste, loin de là, hein. Je le précise au passage. Non, mais voilà, c'est bien la grande question. Quelle place, quel espace? Vous avez entièrement raison, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord tout à fait avec ce que vous dites. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer le problème du loup. Ce n'est pas le problème de simplement une espèce qui disparaît. C'est aussi une espèce qui est très offensive et qui pose des problèmes économiques. Donc ça, on ne peut pas le nier. Une demoiselle qui demande à parler là, depuis un moment. Voilà. Moi, j'ai une question aussi par rapport au titre de votre diaporama, qui est « Peut-on gérer le loup en France ?» Et du coup, je n'ai pas compris votre réponse pour vous, si on peut le gérer ou pas. Moi, je pense qu'on pourrait, mais actuellement, dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'avec des politiques pareilles, qui ne tiennent absolument pas compte, ils ne cherchent même pas à gérer le problème. À mon avis, c'est ça le problème. Le problème en France, c'est qu'il y a un tel décalage entre on parle continuellement du hiatus entre la population, la rue et les élus. Bon, on le parle pour l'économie, pour des tas de choses, et les présidentielles vont en parler beaucoup, mais sur le cas du loup, alors là, ça pète aux yeux, c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que quand on discute, moi j'ai discuté souvent, plusieurs fois avec Ségolène Royal, elle ne se pose même pas le problème de la défense du loup, alors que le loup est protégé au niveau européen, complètement. Donc, qu'on trouve des astuces pour arriver à en tuer quelques-uns, c'est de bonne guerre, si je puis dire, pour faire plaisir aux éleveurs et aux ruraux et aux élus ruraux. Mais par contre, qu'on ne cherche même pas à faire respecter la loi quand on est ministre de l'écologie, il y a un problème. Enfin, moi, il me semble. Normal, gérer le loup, j'entends... Ah non, mais moi, gérer le loup, gérer le problème du loup, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que si on arrive à contrôler le loup, d'abord, il faudrait accepter, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, que des loups existent en France, alors qu'actuellement, ce n'est pas compris. C'est-à-dire que, vous savez, les sondages montrent que 80% de la population est favorable au loup. Donc, il y a quand même quelque chose. Or, quand vous discutez avec des élus, c'est systématiquement contre. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont pour, mais ils sont rarissimes. Donc, il y a un décalage. Alors moi, je voudrais revenir sur la question du monsieur tout à l'heure pour élargir un petit peu le débat. Je sais qu'on va revenir au loup et à l'agneau. Mais monsieur, je trouve que vous avez tout à fait bien ouvert le débat, parce que le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va conserver du sauvage. Mais moi, je vais aller même plus loin. Vous savez, l'année dernière, nous avons fait sur le statut d'animal à la fois culturel et juridique. Et là, donc, on avait les mêmes problèmes, parce qu'on va même certains dire même plus d'animaux domestiques. Donc, je veux dire, le problème, vous avez tout à fait raison. Dans l'avenir, en fin de compte, est-ce que les hommes vont accepter, comme vous dites, de perdre certaines choses pour conserver du sauvage, entre guillemets, que ce soit les espaces, d'ailleurs, végétales, hein, les forêts, etc., aussi bien que les animaux, ou pas? Et je pense que ça, c'est un vrai débat. Et je vous dis maintenant, ça devient de pire en pire, parce qu'il y a même d'un seul coup des gens qui ne veulent même plus d'animaux domestiques. Donc il y a un vrai sujet, et je pense que ça, c'est un autre débat. Mais vous avez raison, c'est tout à fait dans ça. Est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'il veut dans son avenir? Il y a des personnes.
travail de berger transhumant, c'est vrai. Bien sûr. Je connais très bien une famille de bergers transhumants qui transhument au pied nord du Mont des Voiles. Donc, je ne voudrais pas du tout donner l'impression qu'il s'agit de lâcher les loups comme ça. Non, 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 on avait très bien compris. Oui, oui. Je connais très bien la problématique. Bien sûr. Des bergers, en particulier des petits bergers transhumants artisans. Ouais. Non, mais on avait bien compris. Moi, ce que je soulignais, c'est votre ouverture sur justement la place du sauvage dans les années à venir. Et ça, c'est mondial, c'est une vraie question. Et moi, j'irais même plus loin du végétal. Et donc, ça, c'est un débat. C'est en ça que j'avais souligné. Enfin, il y a un problème spécifiquement français aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on est en retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, moi, je suis continuellement dans les trucs internationaux et je vois la comparaison. Et en France, on est complètement en retard sur le plan animal. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de discuter ici, comme un problème qui tombe de la Lune, c'est archi connu. Par exemple, regardez, l'année dernière, viennent d'être instituer les premiers enseignements de droit de l'animal, droit animalier, en France, à l'université, etc. Bon, aux États-Unis et au Canada, ça date des années 70. Donc il y a un décalage. Les Singer, là, tous les trucs antispécistes, ça fait 30 ans que c'est connu aux États-Unis, alors que ça arrive actuellement, ça explose en France. Donc on a un décalage effrayant. Et je pense qu'en plus, les élites, c'est-à-dire les gens qui ont fait des études, sont déformés. C'est-à-dire qu'ils ont été formés dans l'esprit cartésien, c'est-à-dire, attention, frontière entre l'homme et l'animal, il n'y a rien à voir. L'animal, on est complètement autre chose que l'homme est un animal extraordinaire, enfin, une hors de l'animalité. Et donc, il ne faut pas du tout et à mon avis, ça a des retombées qui ne sont pas seulement celles de la philosophie. D'ailleurs, vous avez plusieurs philosophes en ce moment qui sont en train de changer, de tourner Kazakh. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis 2000 ans, et en particulier dans la culture occidentale, on était opposition à l'animal. Or là, vous avez plusieurs philosophes, en France en particulier, mais qui ont suivi le courant anglo-saxon, qui commencent à se dire, bon, en réalité, l'homme, comme le disait Darwin d'ailleurs, il y a 150 ans, l'homme c'est un animal, et d'autre part, c'est un animal particulier, mais pas plus particulier que n'importe quel autre, enfin original sans doute. Et en plus, on est quand même dans une situation qui est bizarre, c'est-à-dire qu'on est obligé de défendre une position qui est décalée. En réalité, je pense que Descartes, on est encore héritier de Descartes, et en particulier dans nos cours, moi à l'université, au lycée, etc., on m'a expliqué que l'homme était en dehors de la nature, etc. Et ça rejoint des problèmes d'écologie au sens large, c'est-à-dire que comment peut-on être hors de la nature? On n'est pas plus hors de la nature qu'un poisson rouge dans un aquarium. C'est pas possible. Et donc, en réalité, le loup, c'est pas seulement un ennemi, c'est aussi quelque chose qui a le droit de vivre éventuellement, et qui d'ailleurs, par la loi, devrait avoir le droit de vivre. Une demoiselle qui me demande depuis le début de parler. Alors moi, j'avais comme question, en fait, est-ce que vous pensez que si on baisse les quotas de chasse, de régulation des ongulés ou du gibier, est-ce que vous pensez que le problème des attaques des loups vers les animaux domestiques sera moins important? Oui, très bonne question, parce qu'en réalité, vous avez les animaux qui sont actuellement en surnombre en France et qui font des catastrophes à tel point que les chasseurs n'arrivent plus à les réguler, c'est en particulier le chevreuil et le sanglier. Or, quelles sont les proies favorites du loup? Le chevreuil et le sanglier. Alors, je ne vais pas dire que c'est la solution miracle à tous nos problèmes, mais quand même, c'est étonnant que personne n'en parle. Pardon, allez-y, vas-y. Oh, ouais, je vais essayer de dire deux ou trois choses qui ne vont pas tout à fait dans le sens de cette première intervention. Pierre, j'en suis désolé. Pour répondre à mademoiselle, il y a partout beaucoup d'ongulés et en présence du loup, pratiquement toutes les espèces où les plans de chasse continuent à augmenter. Donc là où il y a des interférences entre les loups et les troupeaux, c'est pas parce qu'il n'y a rien à manger dans les bois et dans les montagnes. D'ailleurs, les loups ne s'installent pas là où il n'y a rien à manger. Donc voilà, hein, c'est pas du tout. Il y a tout à fait ce qu'il faut partout. Et quand il y a des loups qui attaquent assez fortement des troupeaux, ou même qui se spécialisent, c'est qu'il y a d'autres problèmes dont on va peut-être parler. Mais voilà. Moi, ce que je voulais juste, pour répondre peut-être à l'introduction et puis à monsieur, c'est qu'on aille un petit peu dans le difficile et dans le complexe. Parce que dire de manière générale, moi je suis vice-président d'une association de protection de la nature, donc c'est évidemment des choses auxquelles on souscrit totalement. Mais si on minore, mais je pense que tu l'as dit à un ou deux moments, la réelle difficulté qu'il y a à coexister concrètement avec le loup, on va se dire ici plein de choses super sympas.
en partie fausses, par exemple sur l'Italie, où il y a du braconnage à très grande échelle et plusieurs centaines de loups qui sont tués chaque année, etc. Donc on se raconte beaucoup de légendes comme ça, hein. Il y a des choses qui sont faciles, ailleurs ça va bien, etc. Mais on ne se pose pas la question de la complexité réelle, donc évidemment politique, philosophique, c'est vrai, mais aussi technique, pratique, d'accompagnement, etc. Et je pense que la fin de l'intervention sur le fait qu'il n'y a pas assez de conviction politique, c'est-à-dire pas assez d'argent, pas assez de moyens pour aider, pour accompagner, pour comprendre, pour étudier, pour donner plus d'outils aux éleveurs pour se protéger, c'est ça qui manque. Mais je veux dire, il faut faire attention, Il y a quand même beaucoup de choses de part et d'autre qui sont très assez manichéennes. Je dis côté protection, évidemment côté élevage et côté politique, on l'entend tout le temps. Mais si on reste des années comme ça à se balancer des trucs approximatifs, par exemple les tirs et les plafonds de tir, nous on est contre ces plafonds de tir, c'est clair, mais en même temps, ils sont établis par Guillaume Chaperon, etc., des scientifiques reconnus internationalement sur la viabilité de la population. Non mais on peut en parler, on n'est pas d'accord avec la hauteur du plafond, mais il ne faut pas dire que c'est fait, qu'on donne des astuces pour tirer des loups. Il y a des cas dérogatoires, il y a dans le statut de protection, et c'est dans cette complexité-là qu'il faut rentrer. Nous, on pense que la gestion de la présence du loup, elle ne se gère absolument pas par de la régulation, par du tir. Le tir tel qu'il est fait aujourd'hui est inefficace, on en est d'accord, mais ponctuellement, c'est évident que quand il y a des troupeaux bien protégés, qui sont malgré tout attaqués de façon récurrente, de façon importante, et on peut en citer, on en connaît tous, on est un certain nombre de connaître bien le terrain, et bien effectivement, apprendre à la meute, apprendre à l'individu, c'est pas du tout forcément les dominants, c'est pas vrai, qui s'approchent des troupeaux, ça peut être des jeunes subadultes, très souvent, hein, c'est quand même bien documenté tout ça. Donc je crois on a beaucoup à apprendre du loup et beaucoup à apprendre de la coexistence avec le loup. Mais je pense qu'il faut en tout cas, et notamment sur la question d'aménagement du territoire, le loup il est partout chez lui. Il ne faut pas imaginer que si on lui laissait le Massif central et les Alpes, eh ben, il ne serait pas dans la Nièvre et dans le Gers et en Bretagne demain. Donc coexister avec lui, c'est vraiment coexister avec lui au milieu de nous et non pas lui laisser des territoires spécialisés en pensant qu'il va y rester. Donc voilà, hein, je pense qu'on a à défendre la cause du loup et la cause de la coexistence de l'homme avec l'ensemble de la faune sauvage, des faunes sauvages, mais il faut bien prendre en compte la réalité d'un certain nombre de questions. Sinon on est dans des choses trop schématiques et de part et d'autre, on ne s'entend pas et on ne s'écoute pas. Et merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'avais juste aussi une petite question et réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aussi il n'y a pas à un moment, je sais pas, quelque chose que je qualifierais d'un malentendu aussi entre finalement citadins et ruraux, si je peux faire parce que par exemple, en tant que par exemple que parisienne, moi des loups, à part si je vais au zoo, j'en ai jamais vu et je suis pas confrontée aux loups en prenant le métro le matin, donc c'est peut-être plus facile de se dire pro par exemple que quelqu'un qui va habiter à la campagne et qui risque d'en entendre un ou d'en voir un ou d'être confronté à une attaque de loup sur un troupeau. Enfin voilà, c'était juste une réflexion complètement ouverte que je me pose, mais je me dis, il y a peut-être ça aussi qui biaise un peu le débat. C'est qu'on... Si je peux rajouter un mot là-dessus, moi je suis de la Drôme, et j'ai plein de collègues éleveurs, je suis naturaliste depuis plus de 30 ans. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on est dans mais c'est vraiment le loup qui cristallise ça, hein, pas la loutre, pas l'aigle royal, qui cristallise des conflits de représentation. Les éleveurs pensent que les protecteurs se foutent d'eux et qu'on pense que la montagne sans les éleveurs, ça serait bien mieux. Beaucoup de protecteurs, un certain nombre en tout cas, pensent que effectivement, d'ailleurs, la montagne serait mieux sans, en tout cas, certains éleveurs, etc. Et c'est vrai que l'impact de l'homme, la présence de l'homme dans beaucoup de milieux fait qu'il y a tellement d'espèces qui régressent, depuis les insectes jusqu'aux oiseaux, etc., qu'on peut le comprendre. Mais si on ne sort pas de ce conflit, encore une fois, très plein de croyances aussi, hein, parce que chacun croit ce à quoi il veut croire. Hein, on se renforce dans ce que... Voilà. Et le loup, il nous invite quand même, il nous oblige même à aller dans des choses un peu plus compliquées que je suis pour, je suis contre, même si je pense que à la fois le statut de protection internationale et nos obligations morales, je dirais même scientifiques, font que c'est vraiment un challenge très positif d'avoir à coexister avec cette... Mais il faut sortir de ces conflits de représentation dans lesquels on est seul à avoir raison
et ça va se finir avec les uns qui vont gagner et les autres qui vont perdre. Ça n'existera pas. Oui, mais il faudrait encore que le débat puisse avoir lieu, quoi. Ici, Oui, mais entre nous, justement, entre nous, je pense que c'est pour ça. Il y aurait Ségolène Royal, où il y aurait des députés qui mettent des amendements dans la loi montagne. On serait effectivement, Pierre, dans des choses un peu plus trash, tellement ils sont anti-nature. Mais là, je pense que voilà, il faut qu'on dise aussi des choses, à mon avis, plus... Bon. Il faut voir aussi que le loup, moi je pense que c'est un révélateur de maladies sociaux. Hein. C'est-à-dire quand la société ne sait pas exactement ce qu'elle veut, un sujet aussi difficile que le loup, où il y a du pour et du contre, c'est parfait, c'est un test de Rorschach, quoi. C'est comme les tâches, quoi. Vous imaginez tout ce que vous voulez là-dedans.